Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer comment remplir le formulaire d'inscription de nos participants CAMS. D'abord, le formulaire d'inscription se retrouve dans Projet actif. Vous allez dans Admin, secteurs sociaux, le dossier CAMS, programme relais, formulaire à utiliser, et c'est le document inscription du participant. Donc, c'est un document PDF qui nous vient directement du ministère. On ne peut pas le modifier. La seule chose qu'on peut faire, c'est de remplir les cases là, qui sont en bleu mauve. Donc, c'est vraiment là, la seule chose qu'on peut faire. Donc, je vous recommande de le remplir vous-même et ensuite de le faire signer par les participants. Donc, pour ça, vous pouvez le remplir directement à l'écran. Ensuite, vous l'imprimez et le participant doit le signer. Ensuite, vous le numérisez à nouveau et vous le déposez là, dans le dossier Salesforce de chaque participant. Donc, d'abord, on doit inscrire là, la date d'inscription. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement écrire un oui, où est-ce que vous devez remplir là, les cases. Donc, date d'inscription. Le numéro de référence de cas Emploi Ontario et le numéro de référence de cas de plan de service, ça, vous allez pouvoir les ajouter une fois. Bon, oui, je sais que c'est pas la date. Bon, je vais mettre la date d'aujourd'hui dans ce cas-là. Désolée. On est le 24. 24, attendez un petit peu. 07 20 23. Donc, les numéros ici, vous allez pouvoir les ajouter une fois que... Ah là 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 là! Une fois que vous allez avoir fait l'entrée de données dans CAMS. Et puis, c'est ça. Donc, c'est à ce moment-là, vous allez pouvoir les ajouter soit à la main ou au clavier, là, c'est comme vous voulez. Alors, on va inscrire nom de famille, le prénom, évidemment. Second prénom, nom privilégié, ça, je laisse toujours tomber. Numéro d'assurance sociale, je ne l'écris jamais sur le formulaire puisque c'est tellement confidentiel qu'on ne veut pas partager cette information-là avec personne. Euh, donc voilà, on doit noter si c'est homme, femme ou les autres options. LGBTQ+, moi, comme il n'y a pas d'astérix, soit que je laisse tomber ou j'écris préfère ne pas répondre. Même chose pour la catégorie raciale. Comme il n'y a pas d'astérix, habituellement, je vais écrire préfère ne pas répondre. La date de naissance, donc on doit l'écrire. Même chose ici, là, je vais écrire la date d'aujourd'hui, même si ce n'est pas la vraie date de naissance. Date d'arrivée au Canada, encore une fois, pas d'astérix, mais si vous l'avez, c'est bien de le noter. Lieu de naissance, même chose ici. Pas d'astérix, mais si vous l'avez, c'est bien de le noter. Donc, statut au Canada, c'est obligatoire. Langue de préférence, anglais ou français. Nous, ça va toujours être le français, évidemment. Émigré au Canada, habituellement chez nous, ça va être oui. Classe de catégorie d'immigration. Donc, ça, c'est pas une question qu'on demande à nos participants directement, mais je pense qu'avec les informations qu'on a, on est capable de figurer s'ils ont immigré au Canada pour des raisons pour trouver un meilleur emploi, des choses comme ça. Donc, ce qui serait une immigration économique, ou si c'est parrainé par la famille ou s'ils sont réfugiés. Donc, à voir là, selon la situation de chaque participant. Mode de communication préféré, ça, habituellement, je laisse tomber. État matrimonial, encore une fois, on ne demande pas la question comme telle aux participants. Des fois, dans le formulaire de Salesforce, ça va être noté, des fois, non. Donc, mais habituellement, avec les infos du participant qu'on a, on est capable de le figurer. Sinon, on peut écrire non divulgué, il n'y a pas de problème. Dans la section ici, cochez là, toutes les cases là, à laquelle vous vous identifiez. Donc, pour nous, c'est très important de cocher nouvel arrivant et francophone. Pour les autres cases, bon, on peut laisser tomber, mais ces deux cases-là sont importantes. Ensuite, on passe à l'adresse. Donc, le bureau ici, c'est le numéro d'appartement. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils ont écrit bureau, mais c'est le numéro d'appartement qu'on doit, euh, qu'on doit noter. S'il y a un appartement, numéro de la rue, nom de la rue. S'il y a une boîte postale, on le note. On note la ville. La province, ben, ça devrait toujours être Ontario.
On note le code postal. Pour autre adresse postale, vous pouvez écrire tout simplement la même adresse que ci-dessus. Donc, habituellement, le participant... Oh, j'ai mal écrit le code postal, désolé. Oh, je vais mettre un... Je vais mettre celui-là. Donc, c'est ça, autre adresse postale, vous pouvez noter la même adresse que ci-dessus. Donc là, les cases en mauve vont tout simplement disparaître. Numéro de téléphone, on le note. Et le courriel, on le note aussi. S'il y a un autre numéro de téléphone où on peut les rejoindre, vous pouvez le noter, là, c'est à vous. Pour la scolarité, donc, évidemment, 100% de nos étudiants ont été formés à l'étranger, donc ça va être toujours oui. Selon leur évaluation, s'ils l'ont, on peut indiquer ici là, si le diplôme qu'ils ont est un diplôme reconnu en Ontario ou non reconnu. Donc, par exemple, s'ils ont un doctorat de leur pays, mais en Ontario, c'est reconnu seulement comme un bac, bon, ben là, à ce moment-là, on pourrait noter que leur grade universitaire n'est pas reconnu en Ontario. Dans la section ici, là, indiqué le plus haut niveau de scolarité, bon, ben là, on va aller noter vraiment là, le plus haut niveau de scolarité, pas selon l'évaluation West, mais vraiment selon ce qu'ils ont obtenu dans leur pays. Donc, si, encore une fois, c'est un doctorat, donc on mettrait études supérieures. Si c'est un bac, on mettrait le baccalauréat. Si c'est un certificat ou un diplôme, c'est ce qu'on mettrait ici. Donc, beaucoup de nos participants ont des études supérieures. On doit noter l'établissement dans lequel ils ont fait leurs études. On doit noter le nom du programme. On doit noter aussi la date de début, la date de fin. Souvent, ça, c'est des informations qu'on va avoir dans le CV. Souvent, on a une des deux dates, donc on a souvent la date de fin, parce que c'est leur date où ils ont obtenu leur diplôme. Moi, ce que je fais souvent, c'est que, par exemple, si c'est un doctorat, ben, je vais revenir 2 ans avant pour avoir la date de début. Si c'est un bac, je vais revenir 4 ans avant. Donc, on peut improviser un petit peu, là. D'accord? C'est pas un problème à ce niveau-là, mais c'est important de le noter. Donc, par exemple, ici, je vais mettre 2020 et je vais mettre 07. Donc, on va dire 2 ans plus tard, 2022. J'oublie. 22. Temps plein, temps partiel, habituellement, ben, ça va être des études temps plein et on doit noter le pays où ils ont obtenu le diplôme. Donc, ça, on note toujours, ce qui est important de noter pour la scolarité, c'est de toujours noter le diplôme ou le certificat qui est en lien avec le programme. Donc, si c'est avec le programme PRCA, le participant a fait, par exemple, un bac en psychologie, puis ensuite il a continué avec une maîtrise en administration des affaires, ben on va seulement noter la maîtrise d'administration des affaires. Le bac en psychologie, comme il n'est pas pertinent pour le programme PRCA, on ne va pas le noter. D'accord? Apprentissage, scolarité supplémentaire, très rare que je vais écrire des choses ici. Donc ça, ici, on peut laisser tomber. Dans la partie emploi, vous allez noter le dernier emploi, souvent là, qui est en lien avec la formation. Donc, par exemple, si c'est pour le programme PAMSI en construction, ben, vous allez pouvoir noter là, que la personne a été chargée de projet au pays pour telle compagnie de l'électricité ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez laisser tomber, si vous voulez, là, si la personne a un emploi au Canada comme livreur avec Amazon, ben, comme c'est pas pertinent pour le programme, ben, vous pouvez la laisser tomber, cet emploi-là. Euh, on peut ajouter on peut ajouter d'autres emplois. Moi, j'en note juste un. C'est déjà assez lourd administrativement. Donc, ajouter seulement un emploi, là, y a pas de problème avec ça. Donc, noter là, si l'emploi, c'était du bénévolat ou si c'était rémunéré. On va noter le nom de l'employeur. Encore une fois, on trouve ces informations-là sur le CV. On va noter le titre du poste. Date de début, date de fin. Habituellement, ça devrait être noté. OK? Donc, pays de l'emploi si vous l'avez.
Période de paye, ça, je le note pas parce que c'est quand même des informations assez délicates à demander à un participant, ainsi que le montant de son salaire, nombre d'heures par semaine. Donc, si vous l'avez, il n'y a pas de problème, vous pouvez le noter, mais sinon, moi, je ne le note pas, puis ça vous occasionnera aucun souci dans le CAMS, là, donc il n'y a pas de problème. Raison du départ, ben, si vous l'avez noté là, souvent, ça va être immigration au Canada. Ensuite, ça, c'est des parties un peu plus longues ici. Ici, il faut aller chercher le code CNP de l'emploi et il faut aller chercher le code SIA. Donc, le code CNP, c'est le code qui appartient au poste comme tel de l'emploi. Donc, si c'est un poste de chargé de projet, il faut aller chercher le code CNP pour ça. Le code SIA, c'est le code qui appartient voyons, à l'employeur, donc au domaine dans lequel il a travaillé. Donc, si c'était pour une compagnie d'électricité ou si c'était pour une compagnie qui faisait là, de l'urbanisme, bon, ben ce domaine-là, chaque domaine a un code et on peut aller le chercher. Dans le document, ce que vous devez savoir sur CAMS, j'ai mis les liens où aller trouver les codes CNP et les codes SIA. Donc, vous pouvez vous y référer à ce moment-là. En ce moment, le ministère vient de changer le code CNP de 2016 au code CNP de 2021. Les codes CNP de 2016 avaient seulement 4 numéros. Maintenant, les codes CNP de 2021 en ont 5. Donc, ça va être important ici. On ne peut pas le noter à l'aide du clavier. Donc, il va falloir aller le noter à la main une fois que vous allez avoir imprimé le formulaire d'inscription. Le ministère devrait nous faire parvenir d'un nouveau formulaire d'ici le mois de septembre 2023, à voir là, si ça va être fait ou non. La partie attestation demandée, permis d'exercice, ça pour nos programmes, nous on n'en a pas besoin, donc vous la laissez tomber. OK, donc je vais écrire ici non et non. Sommaire sur le client. Donc là, oui, ça, il faut remplir ça. Donc, le nombre de personnes à charge, c'est le nombre d'enfants au Canada qui vivent avec lui. Euh, donc, si vous le savez, vous pouvez l'inscrire. Sinon, cocher préfère ne pas répondre. La source de revenus. Euh, donc, ici, si la personne arrive ici au Canada et a seulement ses économies. Donc, il faut inscrire aucune source de revenus. Ensuite, ben, vous avez toutes les autres options, là. Ontario au travail, employé, travailleur autonome. Si c'est autre, ben, vous pouvez le noter et préciser par la suite. Mais habituellement, souvent, nos participants, ça va être aucune source de revenus. Validation du statut d'Ontario au travail. POSPH, c'est la même chose que ODSP. Donc, s'ils sont s'ils sont prestataires là, de prestations pour les personnes handicapées ou de l'assurance emploi, habituellement, on n'a pas besoin de valider ce dossier-là, donc on peut écrire sans objet. Participation à la population active, donc est-ce que la personne est employée à temps plein, temps partiel, sans emploi, sous-employé. Donc sous-employé, par exemple, là, c'est quelqu'un qui fait un emploi de, voyons, pour survivre. Donc beaucoup de nos participants vont avoir là, ce genre d'emploi-là en attendant de se trouver autre chose. Donc vous cochez là la case qui nous convient le mieux. Un participant peut travailler pendant qu'il suit un de nos programmes, il n'y a pas de problème. Temps écoulé depuis les dernières études, la dernière formation, le dernier emploi. Donc là, selon les dates que vous avez sur le CV ou selon ce que le participant vous a dit, quelqu'un qui vient d'arriver au Canada et qui n'a pas encore d'emploi, ben, ça va être probablement moins de 3 mois et vous avez toutes les autres options par la suite. Perte d'emploi récente en raison de changements sur le marché du travail. Habituellement, c'est non. C'est pas, le participant n'a pas perdu son emploi là, parce qu'il s'est fait congédier, parce qu'il n'y avait plus de travail ou quelque chose comme ça. Habituellement, les participants ont choisi de quitter leur pays pour venir ici au Canada. Donc, habituellement, la réponse va être non. Ici, vous notez le résultat du test NCLC en ligne qu'on leur envoie. Donc, on veut avoir un niveau de français de 7 et plus. Donc, souvent, on va avoir des 7-8 ou on va avoir des 6-7. Est-ce que la personne a travaillé au Canada? Oui. Oui. Non. La personne a travaillé, mais à l'extérieur du Canada, elle n'a pas travaillé au Canada. Donc,
Souvent, on va avoir cette option-là là, parmi nos participants. Et ici, compétences en recherche d'emploi, compétences professionnelles, compétences linguistiques. Donc là, c'est un petit peu à vous à cocher la case qui vous semble le mieux. Habituellement, compétences en recherche d'emploi, ça va toujours être à améliorer. Compétences professionnelles, bon ben là, c'est un petit peu à vous de juger si vous pensez que c'est satisfaisant selon ce que le participant vous dit et par rapport au domaine d'emploi qui l'intéresse ou si ça serait à améliorer. Et compétences linguistiques, donc si le participant là, a quand même un assez bon niveau de français et d'anglais, vous pouvez mettre satisfaisante ou à améliorer, donc c'est pour vous. Changer de cas ici, donc vous qui écrivez votre nom, vous écrivez la date à laquelle vous avez rempli le formulaire et ensuite vous le sauvegardez tout simplement dans le dossier de la cohorte là, dans Projet actif. Lorsque vous allez imprimer le formulaire, moi, il y a deux endroits où le participant doit signer. Donc, sur la dernière page, il doit signer ici. Et là, je ne peux pas l'écrire. Et il doit inscrire la date ici. Ensuite, il doit signer en dessous dans la prochaine case et ici encore. OK? Donc, lorsque vous allez imprimer le formulaire, moi, ce que je fais, c'est que je surligne ces cases-là en jaune ou en mauve ou peu importe pour s'assurer que le participant sait où signer et aussi inscrire la date. Donc, une fois que le document est imprimé, signé, encore une fois, vous devez le numériser et aller mettre la copie numérisée dans Salesforce. Voilà!